C'est un métier de mégalo aussi. Ben oui, forcément. On se prend pour Dieu. On invente un monde à soi. C'est complètement fou, là, comme métier. Moi, j'invente un monde de toutes pièces. C'est quand même particulier, non? Je trouve ça fou. Pas non. Je trouve ça bizarre. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau numéro de Contact qui vous est présenté cette semaine dans notre studio montréalais. Le cinéma est au menu de l'émission d'aujourd'hui avec la comédienne et surtout maintenant peut-être réalisatrice Monia Chokri. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à bord. Alors Monia, vous êtes née à Québec en 1982. Jusque-là, ça va bien? Jusque-là, c'est exact. Ça colle. C'est pas de la fake news. Non. Alors, Québec, 1982, une ville qui devait à cette époque être assez homogène dans le sens de blanche et francophone. Ça l'était, oui, tout Ça à colle fait. toujours. Votre mère est québécoise, votre père tunisien, ce qui vous a valu le surnom à l'occasion de Monia l'Arabe. Oui, tout à fait, vous êtes bien renseigné. Vous l'avez déjà dit, donc c'est pas OK. Les services de renseignement américains qui, là-dessus, m'ont donné un avantage compétitif. En fait, c'était l'ami de mon père qui était garagiste, un garagiste tunisien qui, pour me taquiner, m'appelait Monia l'Arabe, ce qui me faisait sortir de mes gonds parce que quand on est enfant, on veut justement s'intégrer et pas être différent. Puis, donc, moi, je rêvais de m'appeler Alexandra, d'avoir les cheveux blonds. Et de faire la roue. Et de faire la roue latérale. Donc, il m'appelait Monia l'Arabe pour me sortir de mes gonds, ce qui marchait très bien. Vous sortiez facilement de vos gonds? Non, mais j'étais quand même un enfant assez sensible. Donc, il y avait l'alarme facile. Est-ce que vous êtes une adulte assez sensible? Oui. Est-ce que J'ai vous l'alarme avez facile. l'alarme ou l'alarme? Les deux. L'alarme et l'alarme. Intéressant. Déjà, c'est parti. Alors, vous avez étudié au Conservatoire d'art dramatique. D'avoir l'alarme facile peut être utile en certaines occasions. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un prérequis que d'avoir cette sensibilité pour être un bon acteur ou une bonne actrice? Ou ça se travaille? Je pense que ça se travaille. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouvais qu'à l'école, quand on était plus jeune, les filles étaient plus épanouies que les garçons comme acteurs, comme actrices. Quand vous jouiez? Quand on jouait. Non, mais à l'école de théâtre, parce que je pense qu'il y avait... il y avait quelque chose de plus chez les filles de plus assumé, de plus développé dans leur propre sentimentalité ou émotion ou le déploiement de leurs émotions. Puis les garçons avaient tendance à être plus techniques, en fait. Puis bon, avec l'âge, évidemment, ça se travaille. Puis il y a des garçons qui sont des jeunes acteurs très sensibles aussi, mais je pense que ça peut venir avec l'âge, en fait, de développer ça. Est-ce que ça fait, selon vous, de jeunes adultes plus compétents? Je parle des femmes qui seraient davantage en lien avec leurs émotions. Est-ce que les émotions et la gestion des émotions, dans le fond, font de nous des adultes plus compétents? Forcément, c'est sûr. Moi, je pense que c'est... de toute façon, c'est la base de la communication, d'abord de se comprendre. D'être compétent, vous alliez dire, c'est la base de la communication. Non, mais de se comprendre, c'est la meilleure manière de communiquer avec les autres. Parce que si on ne se comprend pas soi-même, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un petit peu compliqué de dire aux autres ce qu'on ressent. Et puis, ça peut créer des conflits ou des malentendus. Tu sais. Et avant même que ça ne crée des malentendus avec les autres, je fais l'hypothèse que c'est très problématique pour soi-même quand on ne se connaît pas. Ça a l'air banal, mais plein de gens se cherchent là où ils ne devraient pas se chercher parce qu'ils se connaissent mal. Je pense, après ça, on parle des gens comme si nous... je ne sais pas si vous pensez que vous connaissez complètement. Puis en mais plus, pas du tout. Ça bouge, hein, ça. Mais je parlais essentiellement de moi dans ce cas-ci. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, par exemple, je passe beaucoup de temps seule. Moi, je suis très sociable, mais j'ai un besoin profond de solitude. Et je suis toujours inquiète avec les gens qui passent jamais de temps seuls. Il y a des gens qui sont toujours... avec d'autres gens ou qui sont en panique, qui n'arrivent pas à passer du temps seul. Puis ça, je trouve que c'est un red flag en bon français. C'est un indicateur de « oups, quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de se regarder, en fait, ou de s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. » Ça peut être troublant, effectivement, d'être laissé à soi-même parce qu'on est forcé de penser quand il n'y a pas d'agitation. Ouais. J'étais en train de vous présenter, mais l'entrevue est déjà partie, ce qui est très bon signe. Donc, je rappelle que vous avez dit oui
à ce que vous étiez étudiante au Conservatoire d'art dramatique. Toujours pas de problème, c'était à Montréal. Vos premiers pas au cinéma sont faits sous la direction de Denis Arcand. C'était dans L'Âge des ténèbres. Vous avez depuis joué dans une trentaine de films. Et c'est avec un court-métrage, Quelqu'un d'extraordinaire, en 2013, que vous commencez à réaliser. Vous avez depuis ajouté 3 longs-métrages dans votre carquois. Simple comme Sylvain sort au moment où on en a cette conversation à Montréal. C'est le plus récent, le petit bébé. J'ai envie de commencer avec une confession, même si on a déjà pas mal commencé. Je ne pensais pas que j'aimerais votre cinéma. Pourquoi? Parce pour que vous m'aimez pas, vous aimez pas mon profil. Mais non, pour aucune raison. C'est la preuve. C'est drôle, et ça. je devrais être vacciné contre tous les préjugés. Mais quelle posture vous avez? Bien, ça serait pire de ne pas vous en parler. C'est intéressant, mais moi, j'aimerais savoir pourquoi vous pensiez pas aimer ça. J'ai vraiment pas de bonne idée. Je me suis dit... Il y a sûrement quelques éléments dans votre puzzle mental qui... Dans le puzzle mental, il y a déjà que j'ai souvent mal à mon cinéma québécois. Il me fait mal. La représentation de nous à l'écran, des fois, me fait mal. Alors, c'est une possible réponse. Pour le reste, aucune idée, sinon l'ignorance crasse. Donc, un préjugé. Un préjugé complètement défavorable. Gratuit. Il n'était pas défavorable. Je me suis dit, ça ne correspondra pas à mes goûts. C'est très différent. Ça ne veut pas dire qu'un film est raté parce qu'on ne l'aime pas, mais je pensais que ça ne m'interpellerait pas. Drôle de façon de commencer une entrevue qui ne porte pas sur moi, mais sur vous. Mais je trouve ça marrant parce qu'on doit, quand on présente au monde ces produits de création, faire face à ça, j'imagine, très souvent. Des gens, d'abord, qui vont peut-être s'étonner de trouver quelque chose qu'ils ne pensaient pas trouver, ou de convaincre des gens de venir voir un film alors qu'ils ont des préjugés qui reposent sur pas grand-chose. En général, les gens qui ont vraiment des préjugés, vous étiez malheureusement forcé de venir voir mon film, pratiquement. Mais là, il y a du dépit dans ce que vous dites. Or, si vous êtes ici, c'est parce que j'en ai fait le choix que j'avais envie de m'exposer. Mais c'est ça qui me fascine le plus, parce que vous avez vu mon film après avoir choisi de m'inviter. Donc parce que j'avais envie de me frotter à quelque chose. Je me disais, j'ai un préjugé, pourquoi je ne le sais pas? J'ai envie de la rencontrer parce que je vous avais entendu, je vous avais vu, vous m'intéressiez. Et je n'avais pas fait l'effort d'aller voir un film. J'étais très curieux pour Babysitter, pour dire la vérité, puis on va vraiment passer à autre chose parce que je ne suis pas le centre de notre entrevue. J'étais très curieux. Je l'ai loupé au cinéma parce que j'avais aimé la pièce. J'étais curieux de voir le traitement. J'avais lu d'excellents textes consacrés à votre film. Puis peut-être que je me suis dit, tiens, je vais me donner un prétexte. Je vais surmonter ce qui était un préjugé. En la rencontrant, je vais aussi parcourir son œuvre. Alors, je l'ai fait. J'ai vu le film, le dernier, hier, Simple comme Sylvain. Je suis tombé totalement sous le charme. Est-ce que ça va mieux? Hein? Est-ce que ça va mieux déjà? Je suis comme ça, moi. Au début, on a des préjugés, puis après, on tombe sous le charme. J'en sais rien pour les autres. J'en sais rien pour les autres, Monia, mais je peux vous dire que moi, j'ai été bluffé, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu l'impression que c'était un film. Je vous remercie. Je suis cinéphile, mais pas critique. Je n'ai pas les compétences pour vous rassurer sur ce que vous faites. Moi, je veux juste dire que ça, par contre, souvent, il y a des spectateurs qui vont dire ça. Moi, je connais pas le cinéma, mais j'ai vraiment aimé ça, mais ça vaut peut-être rien. Ça vaut tout l'or du monde. Un critique n'a pas la même mise sur le goût. Et puis, pour moi, c'est aussi important, un spectateur lambda, je ne sais pas comment l'appeler, l'anonyme, qui vient me dire qu'il a aimé mon film. Il ne faut jamais s'excuser je sais pas. En fait, le cinéma, comme on en parlait un petit peu plus tôt, c'est un art populaire, puis c'est fait pour tout le monde, puis c'est fait aussi pour... en fait, l'art, de toute manière, quand le spectateur, il est fait pour le spectateur. Puis quand il apprécie, ça fait partie de la joie d'un créateur de recevoir ça. Qu'on soit officiellement compétent pour en discuter ou non, ce que serait théoriquement le critique. Parfois, quand les gens sont trop compétents pour en discuter, c'est moins intéressant que... Par exemple, moi, j'aime beaucoup les rencontres avec le public parce que je trouve que leurs questions sont beaucoup plus fantaisistes et larges que parfois celles des journalistes qui deviennent toujours les mêmes, en fait. C'est quoi les mêmes questions qui vous ont systématiquement posées? Est-ce que vous avez écrit le film en pensant aux 2 acteurs? Ça fait quoi de travailler avec sa meilleure amie, dans le cas de Simple comme Sylvain pour Magali Lépine-Blondeau? D'où vous est venue l'idée? Ça, c'est des questions qui sont revenues systématiquement. Les 3 questions que je ne vous poserai pas aujourd'hui, ça va me faire plaisir. Elles n'étaient pas inscrites au programme, c'est bien. Hein? Alors, moi, j'ai commencé avec le court-métrage Quelqu'un d'extraordinaire qui m'a séduit
par ces dialogues, par la vivacité et l'humour des dialogues. Puis je pense que je suis sur la piste de ce que je redoutais, c'est l'absence d'humour. Je me suis dit, c'est peut-être sérieux, ce qui est en soi acceptable. Et j'ai découvert au contraire quelque chose dans votre œuvre de drôle, d'intelligent évidemment, mais caustique par moments, où les dialogues entre les personnages sont les conversations de gens qui, entre eux, aiment rire aussi. C'est pas juste drôle parce qu'on rit des personnages, mais parce qu'on rit avec les personnages. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai, je sais pas, mais en tout cas... Vous le savez pas, c'est vous qui les écrivez, les dialogues? Non, mais c'est vrai, non, c'est parce que je me rends compte qu'effectivement, là, je pense à La femme de mon frère, l'espèce de joute verbale entre le frère et la sœur, ou bien dans Simple comme Sylvain, effectivement, les scènes à table dans votre cinéma, madame, sont fondamentales. Les réunions familiales dans La femme de mon frère, ça se passe évidemment à la table familiale qui pourrait ressembler un peu à celle que vous avez connue dans votre enfance. Un peu, oui. Avec un peu de poudre. De perlimpinpin. Voilà, exactement. Les scènes à table, quand le personnage de Magali Lépine Blondeau rencontre la famille de son amant qui deviendra son amoureux, c'est absolument extraordinaire. Christine Beaulieu, dans un total contre-emploi, ça fonctionne. Oui, en tout cas, j'essaie de... Je prends énormément de plaisir à écrire ces scènes-là. Pour moi, elles sont fondamentales dans mon travail parce que d'abord, je viens du jeu, puis aussi, mon travail est longtemps... ma dramaturgie est longtemps passée par le dialogue. Je dis longtemps, ça l'est encore. Dans Simple comme Sylvain, j'ai essayé de faire respirer aussi. C'est pour ça que des fois, je me sens pas une vraie cinéaste parce que j'ai l'impression que je fais pas respirer parce que l'art du cinéaste, c'est celle de l'image. Puis parfois, j'ai l'impression que je la bourre de mots, l'image. Puis que... Mais vous avez de très belles images et un directeur photo extrêmement compétent. Mais bon, oui. Mais j'aimerais ça, tu sais, des fois, j'aimerais ça être Tarkovsky, là, être comme capable de faire vraiment vivre les images. Le silence devienne mon arme principale, ce qui est vraiment pas ce que je suis, là. Je suis vraiment quelqu'un qui aime parler, qui aime écrire des mots. Mais, On a commencé en disant « Connais-toi toi-même et expose-toi au silence pour bien te connaître ». Pourquoi vouloir être un autre oui, absolument, que soi-même? Mais ça, je pense que ça fait partie de... Je sais pas si tous les créateurs sont comme ça, mais... je pense que ça... Des fois, on fantasme autre chose comme créateur. On a peur de toujours faire des redites donc on essaie d'aller loin de soi Puis finalement, je pense qu'effectivement, il faut assumer ce qu'on est puis ce qu'on... Voilà, ce qu'on... Avez-vous déjà redouté d'être incompétente? Même si on vous dit que vos films sont bons, de vous dire pour vous-même, j'ai pas l'impression que je contrôle mon affaire. Oui, ça m'arrive à chaque film. Il y a toujours un moment où je me sens incompétente. Après, moi, ça me motive, cette incompétence-là, parce que ça me permet d'apprendre, en fait. En fait, se sentir incompétent, c'est pas très grave si on a la volonté d'apprendre puis l'humilité de comprendre les choses et de demander. Donc, j'ai cette volonté d'apprendre, là, tu sais. Donc, si j'ai un questionnement, au lieu de me renfermer puis d'angoisser, je vais dire « je sais pas ». Puis je vais essayer de travailler comme ça. C'est tolérable quand on est sur un plateau de dire « je sais pas ». C'est un des meilleurs conseils que m'a donné un cinéaste. Avant de faire quelqu'un d'extraordinaire, il m'avait dit « parfois, tu as le droit ». Parce que, tu sais, quand on est réalisateur sur un plateau, c'est une question aux 3 secondes. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous poser une question, qui nous demande de valider quelque chose. Puis mon collègue m'avait dit « tu as le droit de dire « je sais pas, reviens dans 5 minutes ». Et ça m'a vraiment aidé beaucoup. La réponse instantanée, évidemment, n'est pas toujours là pour le réalisateur ou la réalisatrice. Ben non. Mais après, moi, sur l'adrénaline, j'ai cette capacité de réfléchir assez rondement et rapidement, mais c'est parce que je me prépare vraiment beaucoup en amont, avant les tournages aussi, pour justement avoir cette liberté dans l'esprit, parce que j'ai des choses très préparées puis qui me permettent, après ça, même souvent devant l'inconnu ou une situation où il faut changer de circuit, d'avoir des bases qui fait que je peux naviguer un peu dans l'inconnu ou dans la surprise. J'ai la certitude que quand on est très, très, très bien préparé, on peut être détendu. Bien, en tout cas, moi, je l'espère. C'est ce que j'essaie de faire. Pas juste d'être détendu, mais d'être bien dans sa tête, bien avec les autres.
Moi, c'est un discours que je tiens, celui de faire attention aux autres. Puis que souvent, bon, quand on parle justement d'incompétence ou de colère, je trouve que ça vient beaucoup avec le manque de préparation. De ce que j'ai remarqué des réalisateurs ou réalisatrices avec qui moi j'ai pu travailler, j'ai senti que ou des acteurs, ou quand ça débordait, c'est parce qu'eux-mêmes étaient en colère contre eux-mêmes, parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas bien fait, eux. Donc, ça retombe sur les autres. Tu sais. Ça vous est déjà arrivé d'être en colère contre les autres parce que, dans le fond, vous étiez en colère contre vous-même? Moi, je pense que c'est souvent ça. À moins vraiment que ce soit quelqu'un qui nous fasse un mauvais coup ou quelque chose, ça peut arriver, une colère légitime. Mais dans le travail, j'ai l'impression qu'en général, c'est parce qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui fait mal son boulot puis qui le... Ouais, je pense que c'est de la colère contre soi-même qu'on déverse sur les autres, ouais. Vous avez fait allusion à ça il y a quelques instants de façon un peu sibylline, parlant des conditions sur le plateau. Vous en avez beaucoup parlé, je pense, quand vous avez commencé à communiquer sur le film, sur Sylvain. La nécessité ou la volonté d'avoir un plateau, je déteste le mot bienveillant. Ben, c'est parce qu'il est galvaudé. Vous êtes comme les Français. Les Français disent toujours « Ah, le mot bienveillant ». Je trouve qu'il est galvaudé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il devient le parapluie de toutes sortes d'intentions et tout le monde n'est pas bienveillant. Et c'est la parole performatrice, c'est-à-dire qu'on se dit bienveillant, mais en même temps, on se comporte comme un trou de cul. Et ça me fait très peur. Cette idée que parce qu'on dit que c'est bienveillant, soudainement, on l'est. Oui, mais ça, c'est le propre de beaucoup de gens. On parlait de ne pas se connaître. Moi, ce que j'adore, et d'ailleurs, j'adore faire ça, je fais une parenthèse sur mes personnages. Oui. J'adore parce que souvent, les gens, ils se décrivent. Alors, c'est fascinant de demander aux gens de se décrire parce qu'ils vont se donner des qualités ou parfois des défauts qui sont tellement à l'opposé de ce qu'ils sont. Puis ça me fascine. J'aime beaucoup écrire des personnages qui... vont se présenter comme s'ils étaient quelque chose, puis qu'en fait, ils sont l'opposé. Bon, bref, c'est une digression, mais... Parce qu'on est aveugle à nous-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça dans la vie quand on remarque qu'ils sont... En fait, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'acuité sur ce qu'ils sont. Donc, ça ne m'étonne pas que les gens peuvent dire qu'ils sont bienveillants en étant des trous de cul. C'est pour ça que je disais, le mot, des fois, me donne à penser qu'il faut le prendre avec des pincettes. Alors, revenons là-dessus. Si vous aviez, parce que vous avez ouvert la porte, à vous définir pour ce que vous êtes, bien ou moins bien, ça serait quoi les premiers mots qui viendraient à l'esprit? Mes premiers mots, sensible, ça c'est sûr que ça fait partie de ce que je suis. Je dirais... c'est difficile, je dirais que j'aime... mélancolique. Quand quelqu'un fait... Mélancolique, je pense. Puis en même temps, qui aime beaucoup rire. Donc, ça vient ensemble. C'est très possible d'être mélancolique et d'avoir envie de rire. Oui, beaucoup. D'avoir besoin de rire beaucoup pour pallier peut-être à cette mélancolie-là. Je dirais que j'ai de l'écoute. Est-ce que je peux dire autre chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous ne le savez pas, ça c'est certain. Contrôlante, est-ce que ça se peut? Oui et non. Alors, vous me direz pourquoi oui, pourquoi non, mais j'ai retenu, j'ai pas beaucoup de citations à charge et il n'est pas à charge, je vous rassure. Vous avez dit ça dans une entrevue et c'est toujours embêtant parce qu'on ne se rappelle pas nécessairement. Il n'y a que le coco en face de vous qui a fait ses devoirs, qui a noté. Oui. Mais j'ai longtemps pensé qu'on ne pouvait pas contrôler nos désirs vers qui on est attiré. C'est une idée romantique de la relation. Et en vous lisant, je me suis dit, peut-être effectivement que c'est une idée romantique, mais il y a aussi là, me semble-t-il, quelqu'un qui est en plein contrôle. Je n'ai pas à ce jour été capable de contrôler ce qui m'attirait. Oui et non. C'est parce que ça vient de Bell Hooks, de ma lecture de All About Love à propos d'amour de Bell Hooks, qui est un livre que je recommande à tous et qui était fondamental. Que Magali Lépine, d'ailleurs, cite, il me semble, dans le film. Est-ce que Absolument, ça se peut? et qui est arrivé en fait, c'était pas écrit au scénario, mais j'ai lu ce livre-là pendant que... Alors, je ne sais pas si c'est avant que je ne sais pas quand est-ce que j'ai dit ça, mais... c'est peut-être avant, par contre. Enfin, bref. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Non, mais c'est parce que je pensais que c'était lié à Bell Hooks, mais peut-être pas. Mais j'aime le fait qu'elle dise... d'ailleurs, elle dit dans le film, c'est la citation que Sophia sort, c'est que aimer, elle dit que c'est un verbe actif. On oublie que c'est... On décide. Oui, elle dit que c'est un verbe actif puis qu'on décide d'aimer. Puis en fait, ce que je veux dire par là, c'est que
Bien, d'abord par la déconstruction des idées puis des idées reçues de ce qu'on doit, on doit être attiré par qui, comment. Pour moi, il y a quand même une partie de construction sociale là-dedans. Donc, vous n'êtes plus jamais intime. aujourd'hui victime de pulsions fortes ou d'amour que vous ne pourriez pas contrôler. C'est vous qui choisissez. Non, mais par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, mais pourquoi je tombe toujours sur tel type de personne? » Puis à un moment donné, mais si on fait un travail sur soi, par exemple, qu'on va chez le psy, qu'on réfléchit, qu'on prend du temps seul, puis qu'on se dit, ben en fait, ces choses-là ne me font pas de bien, alors j'ai envie de changer de paradigme. C'est ça que je veux dire par pouvoir, à un moment donné... Contrôler ses pulsions. C'est pas contrôler ses pulsions, c'est vraiment de commencer à dire qu'est-ce qui me fait du bien, là, vraiment, fondamentalement. Et peut-être que ces relations-là, on parle évidemment d'amour là, dans ce contexte-là ou d'attirance, là, mais de dire, ben ça me fait pas du bien. Donc, comment je fais pour évoluer, changer, puis donc changer aussi mon regard sur les gens, mon attrait, puis aller vers autre chose. Puis c'est là où Bell Hooks a dit, donc, contrairement à Yankelevitch, par exemple, qui dit que c'est une fatalité, mais donc on subit, en fait, on est condamné. Et bien, Bell Hooks a dit non, c'est l'inverse, en fait. Si on décide de s'épanouir et d'être bien avec soi-même, justement, de se connaître, et de refuser certains comportements peut-être qui sont toxiques, qui sont aussi liés à une mythologie de l'amour. Parce que ça ne vient pas de nulle part non plus. On pense dans les plus grands romans d'amour, on pense à Belle du Seigneur, mais qui est un livre... C'est l'histoire d'un pervers narcissique. Là. C'est vraiment... Et on l'a longtemps imaginé comme un grand roman d'amour, mais ça fait des exemples d'histoires d'amour toxiques dans l'histoire de la littérature, du cinéma, de nos chansons, de tout. Il y en a une pléthore. Il y en a bien plus que des histoires... saine et douce. Donc on est aussi investi par ces romantismes-là, tu sais. Et, ben... Ça pervertit les choses? Ben, c'est qu'en fait, c'est difficile de tenir des relations qui sont joyeuses et qui nous font épanouir, Ou au contraire, ça rend attrayant un modèle amoureux qui ne l'est peut-être pas. Peut-être, oui. Mais en toute façon... Parler du roman de Cohen, j'imagine qu'effectivement, à partir du moment où c'est entré au panthéon de la littérature, qu'on accepte que c'est un modèle, peut-être que ça finit par aussi avoir un impact sur la manière qu'on a d'entrevoir l'amour et les relations et d'accepter peut-être que la douleur est constitutive. Bien, absolument, absolument. Et alors, pourquoi ça serait constitutif? Pourquoi il faudrait absolument qu'on soit dans la douleur? Je suis parfaitement d'accord. Non, mais c'est... Mais c'est un pitch que vous n'avez pas à faire. Moi, je suis avec vous 100%. Si je peux éviter de souffrir tous les jours de ma vie, y compris en amour, voilà. Je dis présent. Voilà. Bon, ça reste à voir. C'est pas j'ai pas la... Pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression que c'était un de vos personnages qui parlait, parce que vos personnages veulent souvent être intelligents. Et le sont. C'était mal dit. J'ai voulu être intelligent. Non, j'aime ça, ce que vous êtes en train d'entendre quelque chose que je n'ai pas dit. Vos personnages ont la citation facile. Vos personnages sont souvent des intellectuels et c'est très important dans la définition de leur persona. En fait, le fait qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient capables de citer, la distance entre eux qui appartiennent à un monde supérieur peut-être et le reste du monde existe. Ça me fait penser un peu au cinéma de Denis Arcand, où les intellectuels et à la société québécoise, où c'est jamais intégré, c'est encore un peu plaqué, cette intelligence ou cette culture. C'est pas un humus dans lequel les choses se font, mais c'est presque une badge qu'on porte fièrement. Est-ce qu'il y a d'abord un lien avec le cinéma d'Arcand? Et pourquoi cette fascination pour, appelons ça, l'intellectualisme? Bien, premièrement, je pense pas qu'ils... Non, mais j'ai retenu quelques points. Le premier, c'est que je pense pas qu'ils se sentent supérieurs ou qu'ils se positionnent de manière supérieure. Ni dans mes films, ni moi dans la vie. Là. Je pense pas que... c'est pas ce que je dis que dans la vie, vous êtes comme ça. Là. Non, mais c'est parce qu'il y a comme cette idée aussi que dès le départ, si on aime lire ou on aime citer ou on réfléchit sur le monde, ou en tout cas mes personnages dans ce cas-là ont un plaisir à la joute intellectuelle ou verbale, forcément, ils ont un mépris de tout le reste, qui est vraiment pas le cas. Puis je pense
moi, je conçois pas. C'est parce que c'est un monde que je connais aussi, que je côtoie, qui viennent de mes parents, de mon frère, des gens qui m'entourent, et mon propre bonheur de lire, d'apprendre, de partager, en fait. Puis c'est... donc, je vois Mais pas... d'aucune façon, c'était une critique. Je pense que c'est Non, formidable non, mais de mettre à je trouve ça l'écran des important parce personnages que... intelligents. Oui, bien, intelligent. De toute façon, l'intelligence, ça, c'est... Mais intelligent et on cultivé. peut être cultivé, pas intelligent. Et peut être intelligent et ne pas avoir de jugement. Absolument. Ce qui est assez fréquent aussi. Absolument. Mais je sais pas, moi, je pensais que l'intelligence, ça venait quand même avec le jugement. Ben, moi, je trouve que le manque de jugement... Mon expérience sensible, c'est que j'ai croisé des gens intelligents qui pouvaient atrocement manquer de jugement. Ah oui? Oui. Qui prenaient les mauvaises décisions, qui se comportaient de façon extrêmement C'est drôle parce douteuse. que pour moi, l'intelligence, ça vient vraiment avec, justement, avec du jugement. Donc, pour moi, l'intelligence, vraiment, le truc primordial, c'est justement avoir une acuité émotionnelle je pense et qu'on un pourrait jugement. Être un super tête de mathématiques, par exemple. Je fais exemple simple parce qu'on pourrait l'imaginer, c'est une caricature réductible facilement. On peut être... super bol de mathématiques, être capable de résoudre tous les problèmes et d'avoir un total manque de jugement dans ses rapports avec les autres. Je pense que c'est tout à fait compatible. Et je m'excuse auprès de tous les mathématiciens. Je pense que les protéiformes, en effet. Oui. Bon. On ne va pas régler l'histoire de l'intelligence ce soir. Ben, j'aimerais bien être capable, ça serait extraordinaire, mais je n'en ai pas justement les ressources. Donc, premièrement, voilà. Et parce que moi, c'est un monde que je connais, que je côtoie. Et parce que ça me permet de faire je sais pas, ça me fait rire en fait. C'est un monde. Il y a des. En plus, dans le cinéma québécois, il y a tellement de gens qui traitent de sujets, tu sais, qui parlent de ruralité ou qui parlent de la banlieue. Ou il y a pas, le cinéma n'est pas très urbain au Québec. Tu sais, c'est pas un cinéma qui. Je vous rappelle qu'on a commencé là quand je vous ai dit que j'avais un problème moi personnellement, peut-être aussi avec la représentation dans le cinéma québécois de ce que nous sommes et où des fois j'ai mal. Il y a peut-être un manque de diversité. Là. Ça commence ça change quand même. Là. Il y a une volonté quand même de faire un cinéma un peu différent. Je pense à Antigone de Sophie Derasse. Je pense au film de Sophie Dupuis-Solo qui traite des drag queens, enfin, dans un milieu drag queen. Donc, je pense que ça évolue aussi, ça devient moins homogène. Mais c'était moins une critique, dans le fond, peut-être le reflet de ce que j'ai l'esprit obtus. Ça se peut très bien aussi. Ça se peut que vous avez l'esprit obtus. Je suis contente que vous l'assumiez. Ça m'a souvent été dit. C'est vrai? Je peux être coupable, pas vraiment, mais je suis capable d'auto-ironie. D'accord. OK. Bon. Mais vous êtes... Donc, est-ce que vous considérez comme obtus quand même? Est-ce que je me considère comme obtus quand même? La question telle que posée donne à penser que vous avez une opinion déjà arrêtée là-dessus. Moi, j'avais des préjugés en venant ici, mais j'ai quand même accepté. C'est comme vous. C'est très bien, c'est très, très bien. C'est faux. Mais je n'ai pas senti que vous en aviez. Pas du tout. Je ne pense pas être très obtus, non. Non. Je peux être rigide sur certaines choses. Si j'avais à me définir, comme vous le disiez tout à l'heure, probablement que ce ne serait pas la première chose que je dirais rigide. Je dois l'être à l'occasion, mais non. Bon. Pour répondre à votre question sur Arcan, si je suis bien le programme. Vous n'avez pas idée comme vous le suivez bien. Ça marche super bien. Ça m'était dit... Et on est dans une parenthèse entre vous et moi sur le mot bienveillant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fermé cette parenthèse. On est toujours en train de se perdre dans le bois avant de revenir au plateau et à la bienveillance. On va revenir sur la bienveillance. C'est noté comme un astérix. Alors, Arcan, on m'en a parlé quelques fois. C'est Sébastien Rose qui m'avait dit ça. Je me souviens à l'époque de quelqu'un d'extraordinaire qui m'avait dit « Ah, t'es comme la petite fille d'Arcan ». Je pense que ça vient beaucoup de justement, du côté volubile et surtout des maîtres en scène, des profs d'université ou des gens qui gravés dans le monde universitaire, parce qu'il l'a fait quand même longtemps. En tout cas, dans ses films assez majeurs, il a dépeint quand même le milieu universitaire. Après ça, je pense que la comparaison peut s'arrêter là. Donc, elle s'arrête là et on passe à un autre appel. Non, mais parce que je ne trouve pas que notre cinéma se ressemble tant que ça. Non. À part qu'effectivement, on utilise le verbe et que parfois nos personnages sont dans le milieu universitaire. Est-ce qu'on se méfie des personnages bavards et du verbe ici? Vous cohabitez continuellement au Québec et en France et j'aime à dire qu'on est séparés, divisés par une langue commune. C'est-à-dire qu'on n'habite pas la langue de la même façon. Pas du tout. C'est très compliqué parce qu'il y a des malentendus fréquents.
les Français entendent des fois d'autres intentions que les nôtres en nous écoutant, et inversement, quand on entend les Français. Oui. Ce passage, ce chassé-croisé permanent, est-ce que c'est un exercice auquel vous vous livrez en étant consciente que, dans le fond, on ne parle pas toujours la même langue? Bien, on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même culture. Je dirais même qu'on n'a pas exactement les mêmes valeurs. Ou en tout cas, on est tellement britannique. Quand je suis allée en Angleterre pour la première fois à 20 ans, je me suis dit, OK, on nous a dit tout le temps qu'on était des cousins, les Français et nous, mais en fait, pas du tout. On est vraiment des Britanniques. Des Britanniques francophones. On est des Britanniques francophones, avec un soupçon d'américanité. C'est vraiment ce qu'on est. Même dans même notre phrasé et puis notre accent, il vient de l'anglais. Beaucoup plus, je trouve. Après... moi, mes parents, ils se sont rencontrés à Strasbourg, ils se sont mariés là, ils ont importé la culture française dans notre famille aussi. Donc, moi, le soir, on regardait des chiffres et des lettres. Enfin, j'étais prise pour regarder des chiffres et des lettres parce que mon père... victime des choix prise au piège, prisonnière des chiffres et des lettres. TV5 à la maison, on regardait des films français, on mangeait de la bouffe française, on avait mes parents avaient des amis français, entre autres, aussi sénégalais, tunisiens, tout ça, c'était assez mélangé à la maison. Moi-même, j'ai vécu en France vers l'âge de 18-19 ans. J'avais un amoureux là-bas à Paris. Ça fait comme partie de ma vie toujours. Donc, moi, je navigue entre les deux, mais c'est comme c'est pas ma culture puisque j'ai pas de passeport. Je veux dire, j'ai pas, mais j'y vis à moitié. Donc, vous avez le décodeur intégré. J'ai le décodeur parce que aussi la Tunisie à l'époque quand j'étais enfant avait encore des relents de colonialisme. Donc, mes cousins, cousines parlaient vraiment français de France, regardaient la télé française, on regardait le Tour de France l'été, prise au piège, prisonnière du Tour de France que mes cousins regardaient. Et donc, même moi, j'avais à parler avec l'accent français pour que mes cousines me comprennent. Donc, c'est comme si ça a un petit peu toujours fait partie de ma vie, tu sais. Cependant, un film, quand on le présente, ne peut pas avoir le décodeur intégré. On doit accepter, sinon on est à cheval sur toutes sortes de choses et on est nulle part, on doit accepter d'embrasser une couleur culturelle ou une autre. Ouais. Vous faites des films au Québec qui se disent dans un français très correct, mais qui sont nécessairement lus, entendus, décodés différemment en France. Mm-hmm. Est-ce que vous avez déjà redouté l'incompréhension, le malentendu? Non, parce qu'en fait, là, tu sais, dans le cas de Simple comme Sylvain, hormis vraiment Sylvain parfois et la famille de Sylvain, les Français semblent quand même comprendre, commencent à se faire un peu l'oreille sur notre accent. Pour la femme de mon frère, c'était pas très gênant non plus, en tout cas au public français. Donc, je pense qu'il... Non, il y a un français soutenu dans La femme de mon frère, par les personnages d'ailleurs. Ouais, j'aime pas trop parler de français soutenu ou de... Pour moi, chaque français est beau et différent, et les accents aussi. Puis puis d'ailleurs, les Parisiens disent de l'accent neutre quand ils parlent de l'accent... parisien. Ouais, ou... je sais pas quoi, là. Mais moi, je trouve ça... Enfin, c'est un drôle de truc. Il y a un mot, glottophobe, je pense que c'est ça, le mot, hein, quand on est répugné par les accents. Mais... Est-ce que vous avez déjà été complexé en France? Mais en fait, oui et non. C'est-à-dire que moi, au début de quand je suis arrivée avec Les Amours imaginaires, donc le film de Xavier Dolan, puis que j'ai eu un agent là-bas, je passais beaucoup de temps là-bas et je parlais vraiment avec un accent français. Je m'étais vraiment développée. Dès que je mettais le pied... Puis aussi, mon accent, il n'est pas tout à fait... Je ne suis pas dans le super keb, là, dans mon accent en général, là, mais j'étais devenue parisienne. J'étais vraiment... Puis je le faisais pour plusieurs raisons. La première, c'est que... Ça, c'était un peu long à expliquer, mais comme c'était une carrière d'actrice que je développais là-bas, les Français, ils ont vraiment du mal à imaginer qu'on peut faire autre chose que soi-même. Donc, si j'arrivais avec un accent québécois, ils ne m'auraient jamais imaginé dans un rôle en France. Donc, il fallait que je gomme complètement. Ils ne captent pas. Mais ça fait partie de leur culture du jeu. C'est une culture bressonienne qui vient de Bresson, qui vient après ça de la Nouvelle Vague, où ils ont vraiment développé un type de jeu. On est beaucoup plus sur le charisme et le persona
que sur la transformation de l'acteur, comme chez les anglo-saxons, par exemple. Donc, d'abord, il y avait ça. Puis il y avait aussi le fait que j'ai l'impression que parfois, ils ne nous écoutent pas quand on parle avec... Il m'est souvent arrivé de poser dans un café une question en français, dans un français qui me semble correct, probablement marqué de mon accent, et la personne me répond en anglais, mais correctement à la question que j'ai posée. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui dans son cerveau s'est passé pour qu'il ait compris la question et qu'il me réponde en anglais? Et c'est pas une blague, ça m'est arrivé plus d'une fois. C'est vrai, mais pourtant, votre accent, il est plutôt... Mais je pense que ça prend peu de choses pour ne pas être capté. Pour ne pas dire Radio-Canadien, même si vous êtes allé ailleurs pendant quelque temps. Radio-Canadien, comment dois-je prendre ça? J'adore les accents de Radio-Canada des années 60. Quand ils parlaient comme ça, j'adore ça. Très haut perché. Très haut perché. C'est tellement incroyable. J'aimerais ça qu'on revienne à ça. J'aimerais ça que Penelope McQuaid parle comme ça à la radio. Il faut lui suggérer. Ou Masbourian. Bon, bref, on s'écarte de la bienveillance quand même. En fait, juste avant de retourner à la bienveillance, on était dans la 8e parenthèse. Vous avez remarqué, j'ai répondu à aucune question, finalement. Mais c'est bien parce que vous répondez toujours aux trois mêmes. Vous êtes en plein dans mon cerveau. Vous voyez comment ça bouillonne? C'est là que je veux être. Je me permets d'interrompre l'interview quelques instants pour vous demander une fois encore, s'il vous plaît, de manifester votre amour ou votre intérêt pour ce que nous faisons en nous likant, en nous aimant, en vous abonnant à nos chaînes, que ce soit sur Apple, sur Spotify, YouTube. C'est important. Ce n'est pas pour moi, c'est pour le référencement et faire en sorte que nous puissions continuer à vivre. Il y a une question à laquelle on avait commencé à répondre, c'est si l'on se méfie des personnages bavards, comme on peut se méfier des gens qui maîtrisent la langue chez nous. Par moment, il y a justement la perception de ce que quelqu'un qui aurait un langage châtié peut aussi être arrogant, méprisant, condescendant. Ouais. Or, je pense que c'est absolument pas lié. Mais non, c'est pas je pense qu'on peut parfaitement maîtriser sa langue, on peut la bien parler, on peut l'aimer, l'occuper, et c'est pas un jugement de valeur. Mais au cinéma, c'est rare que les... Alors, vous avez reproché l'emploi de français soutenu. Mm-hmm. Comme si c'était un jugement de valeur, et c'en est un. Bien assumé. Oui, parce qu'on on a cet amour débridé du français chez nous, on le défend, on a peur d'être assimilé, on se dit se battre pour le protéger. Puis par moments, c'est pas l'accent, je pense qu'on le parle boiteusement. On manque de mots pour dire les choses. Et je nous le reproche collectivement. Je me le reproche à moi. Des fois, je me trouve étroit. Donc, oui, je reviens à la question. Est-il possible que, parce que vos personnages sont bavards, parce qu'ils parlent bien, que ça puisse être perçu comme quelque chose qui est... Snob? Méprisant? Condescendant? Peut-être qu'il y a de la... Oui, alors qu'ils sont simplement dans leur univers, ils s'amusent à bien parler. Je ne sais pas. Il faudrait demander aux gens. Moi, je m'en fous que les gens me trouvent... Je pense que quand les gens me rendent compte, ils se rendent bien... Ils réalisent que je ne suis pas quelqu'un de méprisant, de... Mais je ne parle pas de vous. Non, mais c'est parce que c'est lié c'est aussi lié, parce que je suis quand même l'extension de ces personnages-là. Évidemment, ils sont plus intelligents que moi parce que je passe 6 ans à les écrire. Donc, j'ai vraiment le temps de les peaufiner puis de trouver le bon mot au bon moment. Si on avait 6 ans pour se préparer à un dîner à table, on serait vraiment super performant. Oui, vraiment hyper perfo. Mais... Puis ils ont toujours la réplique qui fait mouche. Oui. Ben, c'est du temps de travail et d'exercice à force d'écrire et de réécrire. Je pense un peu comme le personnage de la mère de Sophia dans le film. Avoir un langage développé, c'est avoir une pensée claire. Moi, c'est juste que je trouve ça tellement... En fait, plus j'apprends des mots, plus j'apprends justement à articuler ma pensée, à réfléchir, à avoir un rapport complexe au monde. Nuancé. Ça nuance, oui, c'est ça. Ça permet puis d'avoir du recul aussi, d'avoir de l'esprit critique. C'est fondamental, en fait, je trouve, ça pour justement revenir sur cette idée d'être clair avec soi-même et de communiquer bien aux autres. Vous avez dit une fois certainement, peut-être ailleurs aussi, que la chose qui vous terrorisait le plus, c'est comme réalisatrice d'avoir l'air superficielle. Ah oui, j'ai dit ça. Oui, vous l'avez dit. Et j'ai l'impression que c'est je pense que ça vient de la comédie, ça, un peu. D'abord, ça vient du fait que j'ai l'impression que j'écris des histoires vaines de bourgeois. Et ça vient aussi, je pense, de la comédie, qui est souvent un genre qui est un peu
pas moqué en festival ou en tout cas dans le cinéma sérieux, mais qui est un peu, je dirais pas méprisé, mais qui en tout cas qui a moins accès justement au festival sérieux ou au regard critique sérieux. Je pense que ça vient de là. Mais je m'en fous parce que finalement, dans mes cinéastes préférés, il y a les frères Cohen, puis voilà. 3 ou 4 fois, vous m'avez dit « je m'en fous ». Moi, je me m'en méfie des gens qui disent si rapidement « je m'en fous ». Je vous crois. Non, mais c'est parce que c'est des choses que j'ai dit, mais je pense qu'ils sont réglées. Est-ce qu'il n'y a pas un nœud gardien néanmoins là-dessus, cette idée, cette crainte d'avoir l'air ou d'être superficiel? Il n'y a pas un nœud? Un nœud gardien, c'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas le cœur de ce que vous faites et de ce que vous dites, de ce avec quoi vos personnages se battent? Peut-être je vais avoir l'air intelligente par mes personnages, vous voulez dire? Non, je ne veux rien dire d'autre que ce que je vous dis. Non, mais je pense quand on a peur d'être superficiel, c'est qu'on se dit il me manque un morceau, il y a quelque chose qui m'échappe, peut-être que... Mais je pense vraiment... Je sais pas trop... J'essaie de repointer là, précisément ce que je voulais dire, mais il me semble que ça... Quand je l'ai dit, ça faisait référence au fait que j'avais l'impression d'écrire vraiment des histoires légères avec humour et que ça manquait donc de profondeur. Mais c'est absolument pas mutuellement exclusif. On peut rire, écrire une histoire légère et pourtant profondément faire réfléchir et engendrer des émotions. Oui, bien sûr, mais après, c'est pas à moi de déterminer si j'ai réussi ce pari d'écrire. En fait, c'est pas à moi de dire si je suis profonde ou pas. C'est aux autres, en fait. À chaque fois que vous terminez... Comme les gens qui me demandent est-ce que vous êtes drôle, je sais pas demander aux autres. Je sais pas. Monia Chokri, est-ce que vous êtes drôle? Et maintenant, faites-moi rire maintenant. Rire, oui, ça c'est super. Je crois, et je suis même certain que faire rire, quand on écrit, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ben moi, en tout cas, je pense que c'est vraiment difficile puis que ça devrait être justement un genre célébré parce que c'est un coup près, en fait, l'humour. Quand on fait un drame, même si c'est formidable de faire un drame et c'est pas forcément... mais il y a plus de nuances. C'est-à-dire qu'on peut sortir du cinéma, par exemple, en se disant, ben oui, ça m'a touché, mais pas complètement, mais j'ai apprécié. Mais l'humour, c'est on rit ou on rit pas. Et quand on rit pas, on méprise. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est juste lourd. C'est juste lourd, oui. Une blague auquel on rit pas. Donc, je pense que ça vient aussi parfois avec des gens... Si j'ai eu des critiques ou que certaines personnes n'ont pas... Par exemple, j'ai un critique français qui déteste mon cinéma. Là, mais vraiment, il le déteste. À chaque fois, il me trucide. Mais je me dis, il doit me trouver lourde, là, tu sais. Il doit être comme les bras croisés à rire à rien, là, de mes trucs. Et c'est presque mieux d'être détesté avec autant de passion que d'être ça, mollement apprécié. Là, ça m'avait tellement touchée. Je me souviendrai toujours un acteur au conservatoire. On faisait nos examens, on avait nos évaluations finales, les évaluations de fin d'année. Et puis, il y avait un gars qui était dans une autre classe, puis il était sorti vraiment dépité. Puis on avait dit, mais ça va pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est mal passé? Puis il a dit non. Il dit, j'en ai marre, je suis vraiment tannée de créer tout le temps de l'indifférence. Ils me disent que c'est correct, que c'est bien, que c'est bien. Il dit, ça me rend triste de créer de l'indifférence. Et ça, bon, c'est la pire chose pour un artiste, je pense. L'indifférence, je pense que c'est pour un artiste ou pour un individu. Pour un être humain. Engendrer. C'est comme ça, un artiste, mais effectivement, engendrer de l'indifférence, c'est d'une tristesse. Vous savez, ce moment quand on est très amoureux de quelqu'un et puis on se sépare, puis là, c'est violent ou pas, mais qu'on a beaucoup de peine, puis qu'on déteste l'autre personne, puis qu'à un moment donné, le temps passe et qu'on a de l'indifférence. Et là, vous dites, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Alors, il y a très, très, très longtemps, il était une fois, quand cette conversation a commencé, on parlait de bienveillance. Oui. Et de ce que vous aviez, au moment de lancer le tournage de Simplement Sylvain, cette aspiration à faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, que les gens soient bien sur le plateau. Et vous avez souvent souligné, d'ailleurs, qu'entre le Québec et la France, un monde sur la question de la bienveillance. Oui. Parce que le monde du cinéma est un monde de pouvoir, un microcosme de pouvoir. Absolument. Oui, absolument. Après, il y a des plateaux en France où moi, j'ai assisté à des plateaux qui étaient fort agréables et très, très doux, mais c'est une société hiérarchisée. C'est très différent de la nôtre, donc ils ont vraiment ce système
de la personne au-dessus de soi jusqu'à la personne qui est... enfin, il y a des strates de la hiérarchie. On le sent beaucoup. Donc, ce qui crée des débordements aussi là-bas, ou en tout cas, ils n'ont pas encore digéré certains comportements que nous, je pense, on a un peu plus digéré puis qu'on n'encourage pas. Puis, on parle de Sam comme Sylvain, mais c'était le cas déjà sur La femme de mon frère ou sur Baby Star. J'ai vraiment... je trouve ça très, très important d'avoir une équipe qui est bien, parce que particulièrement dans notre métier, par exemple, les techniciens, ils travaillent d'arrache-pied, puis ils sont moins payés que peut-être les postes créatifs. Quoique ça peut être créatif d'être technicien aussi, mais ils arrivent à Vous 3, faites 4 gaffe heures. Quand vous parlez, vous êtes toujours en train de vous dire « Oh! » Ben, c'est parce que je trouve ça important Et je suis d'accord avec vous, un bon techno. c'est parce que je les respecte, puis je pense, parce que je me dis des techniciens, puis après ça, je pense, j'ai eu des flashs de certains de mes techniciens qui ont fait des choses hyper créatives pendant mon tournage. Souvent. Voilà, donc c'est important de le souligner, mais... et donc, eux, ils se lèvent à 3-4 heures du matin. Ils finissent souvent plus tard que moi ou que les acteurs, parce qu'ils doivent ramasser le matériel et tout. Puis, leur salaire de vie, c'est leur travail. Donc, il faut que ça se passe bien. Il faut qu'ils soient heureux. Il faut qu'ils soient respectés. Puis, de toute manière, sans eux, moi, je ne fais pas de film. Mon film n'existe pas. Donc, autant le faire dans la joie puis dans le respect des autres. Puis, en fait, quand on... la bienveillance. Parce que moi, j'ai un poste de leader, j'ai un poste de boss là, sur mon plateau. Donc, j'ai le choix de l'exercer en hurlant sur tout le monde ou en étant juste calme puis en expliquant les choses. Puis, en fait, je me rends compte que les gens, ils travaillent 20 fois mieux comme ça, en fait, dans la joie. Vocation à être boss dans la vie? Je bossais un petit peu, là, enfant aussi, mes amis. Je me souviens que, tu sais, j'étais un peu... Bon, on va faire ça. Bon, on fait telle activité. Ouais, j'étais un petit pas boss des bécosses, mais tu sais, j'aime ça organiser. J'aime organiser, en fait. Mais j'aime organiser aussi des soupers. J'aime organiser des voyages. J'aime organiser. Donc, Je peux parfaitement comprendre. C'est un bon métier pour avoir cette envie-là, le métier de cinéaste. Ben oui, parce qu'on organise des choses. On organise un monde. Donc, un film... C'est un métier de mégalo aussi. Ben oui, forcément. On se prend pour Dieu. On invente un monde à soi. C'est complètement fou, là, comme métier. Moi, j'invente un monde de toutes pièces. C'est quand même particulier, non? Je trouve ça fou. Pas non. Je trouve ça bizarre. Parce que écrivain, c'est une chose, romancier, parce que bon, c'est sur papier, tu sais, c'est un objet fixe. Mais là, moi, j'ai besoin de gens pour mettre en scène mon monde. Pour réaliser la création. On va faire ça comme ça, là. Oui, oui. Toi, tu vas jouer le personnage que j'ai créé. On va faire ça tous ensemble. Puis ça existe. C'est une catharsis. On va au cinéma, on voit ça, puis c'est un monde qui existe en soi. C'est particulier. C'est une question que j'ai souvent posée parce que je me la suis posée à moi souvent dans des situations où j'étais comme émerveillé de ce qui m'arrivait. Est-ce que vous vous tâtez en vous disant « Ah oui. Ah, j'étais la gamine dans le bus à Québec que Nancy Grant apparemment voyait avec admiration, pour en revenir là-dessus. Mais est-ce que vous vous tâtez en disant « Mais je suis à la Mostra, je suis au TIFF, je suis à Cannes, Agnette, je suis la petite fille qui était à table avec ses parents à Québec Cité, avec des complexes probablement comme on en a tous, et tu vis dans un film que tu dis, est-ce que c'est ma vie? » Oui. Je me suis dit ça cet après-midi, justement. J'avais un petit coup de mou sur quelque chose. Puis je me suis dit, hey, attends, là. T'as la vie que tu rêvais d'avoir et encore mieux que celle que tu imaginais que tu allais avoir. Parce que celle que je rêvais, c'était celle de l'actrice, en plus, très jeune. Puis, je pouvais pas imaginer que j'aurais celle d'une cinéaste. En tout cas, pour le temps que ça dure. Puis, j'espère que ça va se poursuivre. Mais là, en ce moment, là, je suis vraiment heureuse de ma vie. Vraiment, je suis reconnaissante de cette vie-là. J'ai travaillé fort pour l'avoir, cette vie-là. Je ne l'ai pas volée. Mais je suis heureuse d'avoir eu des parents qui m'ont assez aimée, qui m'ont assez encouragée. Une mère qui m'a dit de prendre ma place dans ma vie. Puis d'avoir assez de rigueur et de créativité pour arriver où je suis aujourd'hui.
il y a des moments où, parce que tout marche bien, que tout fonctionne comme vous le vouliez, parce que c'est un acte de volonté, ce que vous faites, ou nécessairement, vous vous dites, je suis quand même pas mal, parce que j'ai réussi à faire ça. Mm-hmm. Ce moment où on pourrait se prendre la tête un peu, puis se dire, elle est bien portante, ma tête, aujourd'hui, parce que j'ai oublié, puis que je me trouve bon ou bonne. Ça arrive, ça? Ou on s'échappe un peu. On se dit, la jeune personne, justement, qui vient pas de nulle part, mais de Québec, est devenue ce personnage qu'on a vu quand on était jeune, dans les magazines, à la télévision. Et vous êtes, finalement, vous êtes vous-même, mais aussi un personnage. Je suis un personnage? Non, c'est une hypothèse que je fais. Je ne vous dis pas que vous l'êtes. Mais est-ce qu'il y a un risque d'avoir la grosse tête? Oui, je pense toujours, mais c'est drôle parce J'essayais gentiment, dans le fond, de juste poser cette question. Est-ce que ça arrive? Est-ce que vous êtes en train de devenir le monstre? Non, je pense une caricature de vous-même, le monstre que vous êtes au fond de vous. Je ne le présume même pas. Mais je pense que ça, la grosse tête, là, c'est tellement éphémère. Il y a toujours quelque chose pour nous ramener au fait qu'on est, tu sais, que finalement, je sais pas, mais moi, en tout cas, il y a toujours un truc qui va me rappeler que, je veux dire, je suis allée changer mes pneus hier, là. C'est comme, j'ai pas de... Je l'ai fait très tôt, je vais vous le dire, parce que je pars longtemps, puis que quand je reviens, c'est l'hiver. Donc, on je suis pas comme complètement coucou. Monia Jacquet, elle change les pneus comme une folle. Non. Elle se fera pas prendre par l'hiver, monsieur. Elle se fera pas prendre par l'hiver, non, certain. non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rien ce qu'on fait. C'est beaucoup, mais c'est rien en même temps. Alors, je repose la question autrement. Oui. Il y a des moments où vous êtes ou sur le tapis rouge ou à la Mostra. Oui, où je suis un peu genre « yes ». Parce que moi, je serais « yes ». Je me dirais « Mais c'est sûr qu'on est content. Mais moi, le problème, c'est que, par exemple, à Cannes, là, quand le film... j'ai senti que le film marchait, puis que le chant que les gens aiment, puis qu'il y a des bonnes critiques, puis que les gens disent c'est son meilleur film, ou je sais pas quoi, que les gens disent « ouais, ça me donne envie de faire l'amour ». Tu sais, je suis comme « ah, c'est super ». C'est beaucoup. Et là, le problème, je me dis... Il y a des gens qui ont dit ça? Oui. Il y a quelques personnes qui m'ont dit ça quand même. Ça revient beaucoup, ça m'a donné envie de faire l'amour. C'est super. Même il y a des gens qui m'ont dit ça m'a donné envie de tomber amoureux aussi. C'était beau. Bref, le problème, c'est que moi, dans ma tête, quand les gens me complimentent, tout ce que je me dis, c'est « oh mon Dieu, il faut que j'écrive un prochain film, puis ça va être moins bon, puis ça va être « oh mon Dieu, quel enfer, quel cauchemar de... » retourner dans la création. Et quel vertige intéressant en même temps. Mais je suis jamais... Le seul moyen de se préserver du succès ou de l'échec, c'est le travail. Donc, je suis vraiment ravie que ça se passe bien, mais il ne faut pas que ça affecte la suite. C'est le Eye of the Tiger dans la chanson du film Rocky. Il faut retourner à la rue, il faut retourner à l'essentiel, à sa table à travail. Oui, toujours dans la street. Dans la street. Oui. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue, dans la street, avec son poing américain, puis ton crayon, puis il t'écrit. Et là, t'es seul. Et là, t'es seul. T'es très seul. C'est un métier de bipolarité, le métier de cinéaste, parce qu'il y a une partie où on est dans l'écriture, donc on est dans la solitude et dans une forme de dépression, puisque l'écriture est un acte qui peut être sale, qu'il faut qu'on aille fouiller en soi dans des choses qui sont complexes. Puis après, on est sur une espèce de phase maniaque sur le plateau où on a une équipe de 50 personnes, puis on a une énergie puis une adrénaline. Donc, on joue aussi beaucoup avec notre système nerveux. En pensant à votre histoire et à l'anecdote dont je parlais tout à l'heure, quand Nancy Grant, qui va jouer un rôle important dans votre vie, qui est productrice aussi de Québec, et qui vous dit un jour « Je te regardais avec admiration dans l'autobus », ne sachant pas, vous, évidemment, que vous étiez scruté. Comment se fait-il que des destins se croisent comme ça? Ouais, Comment se fait-il qu'il y a à un moment donné une coagulation? Qu'est-ce que Nancy Grant de Québec avait d'essentiel pour qu'elle réussisse cette carrière de cinéma partout dans le monde, nommée aux Oscars, nommée au César, qu'elle croise votre destin et que vous ayez ensemble pris l'autobus. Je ne suis pas mystique, mais je me dis à chaque fois, il y a quelque chose de... Je ne sais pas si j'arriverai à une question derrière ça, mais de fucking mystérieux. Oui.
Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit? Ben, absolument. Absolument. En plus, elle venait de Petit Matin d'être partie d'encore plus loin parce elle est partie à 16 ans s'installer à Québec. Donc, elle vient de très, très loin, chère Nancy. Ben oui, mais ça, c'est beau. Moi, j'ai une forme d'ésotérisme par rapport à ça, au croisement de destin, aux rencontres, aux gens. Dolan, on pourrait l'inclure, même si vous venez pas des mêmes univers. Il se trouve que Ouais. vous vous trouvez très tôt. Ouais. Et l'un et l'autre, comme un lierre, là, vous vous suivez. Oui. Après, il faut saisir notre chance. Après, dans le cas de Nancy, c'est vraiment très particulier là, de s'être croisés comme ça plus tôt dans notre existence, puis de s'être complètement perdu de vue, puis après retrouver pour qu'aujourd'hui, elle devienne une de mes meilleures amies et ma productrice. Donc, c'est exceptionnel. Mais je pense qu'on s'est trouvés dans... Je pense qu'on avait les deux l'œil de l'ambition, d'une certaine manière. Peut-être que c'est ce qu'on a reconnu comme animaux urbains en se croisant. Je sais pas, parce que moi, je la regardais pas, c'est elle qui me regardait dans l'autobus. Mais en tout cas, quand on s'est retrouvés, après, ça a été très rapide, notre connexion, parce que je pense qu'on avait des ambitions créatives, en fait. Puis on a juste... il faut saisir, en fait, ces opportunités-là. Quand on rencontre des gens qui nous happent, il faut les garder près de soi. Est-ce que le rapport qu'on a à l'ambition ou le regard qu'on porte sur l'ambition, selon vous, est modulé si on est un homme ou une femme? Est-ce que, ma question pour la faire courte, elle est plus coupable, l'ambition, quand elle est incarnée par des femmes que par des hommes? Ben alors, pas dans mon cas. Mais dans le regard. Dans le regard, peut-être. Ça, je sais pas, moi, je m'en fous. Non, mais ça, j'ai eu cette chance-là dans ma vie de vraiment, là, pas me positionner comme une femme quand je voulais quelque chose, tu sais. Non, mais pas justement être comme... j'y Essentialisé. arriverai pas. Ou avoir été... Après, est-ce que c'était plus difficile? Est-ce que le chemin a été plus Ma difficile? question, Ça, c'est j'en plutôt sais rien, quand on a mais... de l'ambition et qu'on le revendique. Ouais. Parce Ben, que c'est cool de dire j'ai de l'ambition. Oui. Ben, il en faut. Mais tout le monde en a, en fait, dans les métiers d'art. En tout cas, tout le monde. Tous ceux qu'on voit, là, ou tous ceux qui existent, ou qui sont... ils en ont de l'ambition. Même ils disent le contraire, puis qu'ils disent non, j'ai pas d'ambition. Il faut tellement travailler d'arrache-pied pour arriver à se faire une place, à avoir un peu de visibilité, à ce que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, que c'est sûr que ça vient avec de l'ambition. Il faut qu'on arrête de penser que c'est comme quelque chose de prétentieux ou je sais pas quoi de dire j'ai de l'ambition. Mais au Québec, c'est peut-être plus compliqué de dire ça, de dire... D'assumer. D'assumer qu'on est ambitieux, je sais pas. Ou peut-être ça change. Je sais pas. Je m'en fous. Je m'en fous. Non, mais c'est vrai que je m'en fous dans le sens où, après ça, ce que les gens... Il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose sur nous. Il y a toujours quelqu'un qui va être contre. Qui peut dire quelque chose sur vous qui va vous fâcher, qui va vous fragiliser? Le regard de qui pèse? Ma mère, parce qu'elle a une grande acuité. Mes amis, très proches. Les gens, ceux que je fais rentrer dans mon intimité. Si je donne mon intimité aux gens, c'est que aussi je leur confère ma fragilité. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Ça a déjà été trahi, ça? Cette fragilité? Oui, je pense. C'est facile, effectivement, même des fois sans s'en rendre compte. Ben oui, c'est sûr. Mais ça fait de nous des gens plus forts. Si on n'est pas amer, c'est ça. Si on le transforme en quelque chose de beau. Et le regard de votre mère est toujours important. Pas ça oui, vraiment. Pourquoi elle n'aimerait pas ça? Ben non, mais parce qu'elle dit tu parles toujours de moi dans les... dans les interviews. Dans les interviews. On n'a qu'une mère et qu'un père. On n'a qu'une mère, oui. Oui, parce que c'est quelqu'un qui... d'abord, je la trouve vraiment profonde, intelligente, drôle, travaillante, vivante. Puis je trouve qu'elle a comme toute mère, parfois elle me fâche quand elle me dit des vérités, puis après, je réfléchis 24-48 heures, puis en fait, elle a bien raison. Vous êtes un peu orgueilleuse? Est-ce que je suis orgueilleuse? J'essaie de réfléchir. Non, je ne suis pas si orgueilleuse.
Je le suis de moins en moins. Je pense qu'on l'est plus quand Vous on avez est... beaucoup modulé la réponse. Je ne suis pas si orgueilleux, je le suis de moins en moins. Oui, non, mais on a tous un peu d'orgueil, là, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'avant, j'en avais plus parce que j'avais moins d'assurance. Mhm. Donc, je pouvais être fragilisée plus facilement par des choses. Puis, je pense qu'aujourd'hui, comme j'assume un peu plus que je suis en général, ça me... Je suis peut-être moins... Je ris plus de moi, peut-être aussi. J'avais plus de misère à rire de... J'avais beaucoup à rire des autres. J'étais bonne pour me moquer des autres, mettons en famille, mais ça me fâchait un peu plus quand on se moquait de moi. Là, j'apprends à dire, Monia, si tu ris, si tu te moques, il faut que tu laisses les autres se moquer de toi aussi. Voilà. Ça fonctionne? Oui, quand même. Bien. Oui. Mais il n'y a pas grand-chose pour... Je pense que au niveau intellectuel, je suis pas trop... c'est comme un peu plus difficile de m'ébranler, là, dans le sens où... tu sais, je peux avoir des... Je me sens rarement fragilisée intellectuellement par une rencontre ou, tu sais, donc... c'est pas que j'ai raison, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas là où ça joue. Moi, ça a été longtemps, par exemple, mon physique. Tu sais, c'était surtout sur mon physique qu'on pouvait facilement m'attaquer ou me fragiliser, par exemple. C'est fou, hein? Mais ça passe plus par là, comme une femme, peut-être, ou comme... C'est pas fou parce que souvent, vos personnages se préoccupent de leur shape. Ouais, Se regardent le Ouais. derrière dans le miroir. ouais, Il y a une... je sais pas si c'est une crainte, mais une hyper-vigilance ouais, au corps de vos personnages féminins. possiblement, ouais. Et pourtant... Possiblement. Possiblement. Non, mais c'est parce que c'est pas à moi c'est des choses que Non, s'il vous plaît. Là, C'est de ça l'inconscient. fait 10 fois. Je m'en fous ou possiblement, c'est pas à moi de le dire. C'est votre cinéma, c'est vos personnages. Oui, mais Et c'est vous pas me moi dites qui à l'instant- l'analyse, mon cinéma. Non, d'accord, mais Il vous y dites a à quelqu'un l'instant, qui a dit dans moi, une... Monia Oui, Chakri, oui. j'étais vulnérable. Oui. Ben, comme beaucoup de femmes, ou comme peut-être des hommes aussi, là, je ne sais pas, mais les femmes, en tout C'est cas, dit avec assurément. des hommes aussi. Je vous assure que les hommes aussi, évidemment. Oui. Ben oui. Donc, tu sais, on vit quand même dans une époque et dans un monde où la puissance physique, la beauté est vraiment... prend beaucoup, beaucoup le dessus, je trouve. Beaucoup. Par exemple, par les réseaux sociaux, par qui devient connu, comment... qui a du pouvoir par son image. Et parfois, je trouve ça, mais je trouve ça de moins en moins fragilisant parce qu'on dirait qu'en vieillissant, je m'en fous un peu plus. Je vais arrêter. Il va mettre un petit... Ça va faire ça ding-ding me à chaque dérange fois. moins. Puis j'essaie de me focaliser sur ma capacité intellectuelle et mon humour, justement, mais ça a été, peut-être aussi par mon métier d'actrice, ça a été longtemps une préoccupation quand On même, est une toujours fragilité. renvoyé à soi-même, à son corps. Ben oui, et au désir de l'autre, celui qui nous regarde. Puis j'ai voulu devenir un être désirant, je pense, en écrivant. Mais quand on est acteur ou actrice, on veut être désiré. Oui, c'est ça. Tout le temps. C'est une blessure constante. C'est le métier d'acteur, c'est un métier c'est une névrose pas réglée, là. C'est vrai. Je peux le concevoir très bien. Et beaucoup de métiers d'art, mais celui d'acteur, j'ai l'impression quand même que il nourrit une bête, en fait. Mais on va souvent stigmatiser l'idée de vouloir charmer, de vouloir être capable. Or, je pense que c'est très important dans la vie pour le succès, pour plein de choses. C'est-à-dire que l'idée de charmer ne doit pas être diabolisée. Je ne voudrais pas vivre dans un monde où les gens ne veulent pas me charmer, où on pourrait tout obtenir sans faire d'efforts. Je ne parle évidemment pas de l'idée de finir au lit une relation, mais de ce que dans les rapports, charmer a quelque chose, moi je dirais, de très civilisé. La volonté de se faire aimer, de lubrifier les rapports par notre effort. Mm-hmm. C'est juste que j'ai l'impression que parfois ça prend beaucoup de place, puis qu'après, quand on a charmé, il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière. C'est-à-dire qu'on... Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais... Vous avez juste déployé les efforts auprès des mauvaises personnes, c'est ce que je pense. J'ai fait un gros clin d'œil, évidemment. Un gros clin d'œil. Je sais pas. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée par rapport à ça, au corps, tout ça. Je sais pas. L'envie d'être désiré. Ouais, c'est ça, l'envie d'être désiré, c'est fatigant. J'aime ça qu'on
j'aime ça désirer maintenant. J'aime ça écrire. Écrire, c'est un acte de désir. Tu sais. Est-ce qu'il y a de la place... Regarder les autres. J'ai posé la question à plein de gens qui font le métier d'écrire. Est-ce qu'il y a de la place saine pour quelqu'un dans son intimité? Et ce n'est pas un appel à ce que vous dévoiliez votre vie, j'ai aucun intérêt. Mais est-ce qu'il y a de la place? Vous entendez la question? J'entends très bien Alors, la vous question. pouvez la finir et répondre. Ben, vivre à côté d'un auteur, c'est quand même vivre au bord d'un précipice. C'est-à-dire que tout peut être retenu contre nous, ou en tout cas, tout peut être utilisé. Moi, mes oreilles, elles sont toujours ouvertes. Je m'inspire de ce que je vois et de ce que j'entends autour de moi. Mais j'essaie de la faire avec une certaine pudeur. Il y a des auteurs, je pense, ou des cinéastes qui le font avec beaucoup plus de franchise par rapport à la réalité versus la fiction. Moi, j'essaie quand même d'édulcorer un petit peu pour pas justement brimer quelqu'un. Mais est-ce que la place... En fait, non, mais c'est compliqué, les métiers. Je dirais que c'est difficile quand notre métier nous envahit autant. Alors, c'est possible, évidemment, mais il faut quelqu'un qui est quand même un peu solide. D'autant plus quand on est une femme, je dirais. Quand on a un certain succès puis qu'on est une femme, c'est un peu difficile de trouver quelqu'un pour nous accompagner. Plus que les hommes, je pense. À ce microphone, Francine Pelletier, que vous connaissez peut-être, la journaliste féministe, ou ayant incarné un certain féminisme en d'autres temps, me disait ou arrivait à la conclusion pour elle-même que la plus grande souffrance, c'était la souffrance personnelle dans sa vie, c'est-à-dire que ses choix professionnels, ses choix, je ne dirais même pas militants, la façon de vivre sa vie a fait qu'au finish, elle était seule parce que c'était difficile de partager sa vie pour des hommes. Mm-hmm. Puis en le disant, en la voyant l'articuler, je voyais la douleur. Puis je ne veux pas me mêler de ce qu'est le sentiment qu'elle mettrait là-dessus. Mais c'est un peu ce que vous décrivez, c'est-à-dire que l'espace pour quelqu'un d'autre, quand on est une femme et qu'on fait ce que vous faites, il est difficile à trouver. Il est possible, mais c'est juste... comment dire? Après, c'est des choix de vie. Moi, je ne trouve pas ça malheureux. Là. Je trouve pas... je suis dans une période de ma vie où je suis seule, mais ça ne veut pas dire que je vais l'être d'abord toute ma vie. Puis ça veut pas dire... Puis je ne l'ai vraiment pas été pendant plusieurs années. Donc, c'est pas très grave. Je le vois même comme une espèce de moment intéressant, créatif, parce que je suis un petit peu toujours dans cet esprit-là. Et voilà. Puis... c'est juste que moi, c'est parce qu'il n'y a personne qui va se mettre entre ma création et moi. C'est ça le problème. C'est que je ne peux pas laisser... Mais ça ne veut pas dire que je ne prends pas de soin de l'autre ou que je ne suis pas là pour l'autre. Mais quand je suis dans une période où je dois vraiment travailler, par exemple, je suis en préparation d'un film, je suis en tournage, il faut accepter que je suis absente. Ça veut dire que je peux... J'ai besoin... Ça me mobilise trop. C'est le mot qui venait à l'esprit. Mobilisé par... Je suis mobilisée à 100%, 24 heures sur 24 dans ma tête et dans mon corps pour ce métier-là qui demande vraiment une préparation presque sportive pour arriver à faire à traverser un tournage. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts mental et physique. Mais après ça, je suis là, le résultat, mais c'est accepter ça, puis accepter aussi des fois que la personne est en lumière à côté de toi. Puis, donc, il faut avoir quelqu'un qui est bien dans ses... qui se connaît assez, puis qui a assez de vocabulaire pour pouvoir nommer les choses, puis être bien avec lui-même, puis pour accompagner quelqu'un qui est en lumière. Mais c'est vrai que quand on est une femme, c'est encore, je pense, une dimension encore plus complexe. Je nous voyais atterrir et je me rappelle qu'au début de cette conversation, j'avais commencé avec mon préjugé. Mais c'était un préjugé fondé sur, encore une fois, je ne sais quoi, mais j'avais parfaitement tort sur toute la ligne. Donc, je dis mea culpa. Et c'est ce qui est le fun quand on s'expose à rencontrer quelqu'un par son cinéma, par son œuvre ou parce qu'on passe du temps avec. C'est j'avais tort.
C'est cool. Mais ce qui est intéressant, c'est que je dis toujours que pour connaître un cinéaste, on a juste à voir ses œuvres. En général, quand on voit ses films, on peut avoir une idée de sa personnalité ou de à quoi il ressemble. Donc, je ne sais pas si je ressemble à mes films, mais je pense un petit peu quand même. J'étais content de réconcilier les deux. Cinéma, l'œuvre et le personnage. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire? Tellement de choses. Je pense qu'on n'a pas dû passer sur la... On n'a même pas répondu à la question de la bienveillance, je pense. Ou on le fait? Oui, on le fait. Oui, on le fait. Okay. Mais je ne sais pas c'est quoi la définition exacte de bienveillance. C'est ça qu'il faudrait voir et arrêter de l'utiliser à mauvais escient. Alors, c'est l'étape tout de suite après l'écoute de notre entretien, c'est d'aller chercher la définition et de voir si ça colle, à ce qui se passe autour de nous quand les gens se disent bienveillants. Oui. Mania Chokri, merci. Merci infiniment. C'est un vrai plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange. Moi aussi. Voilà, c'est terminé. La réalisation est assurée par Jeanne Croteau. Marianne Grenon était à la recherche. Stéphane Bureau au microphone. S'il vous plaît, si vous aimez ça, faites-le savoir à vos amis. Contact, on compte sur vous. À bientôt.